Donc je m'appelle Yannick Marion, je suis entrepreneur et serial entrepreneur parce que j'ai créé ma première boîte, c'était en 2015, une boîte dans la tech et l'industrie qui s'appelait BIELS et que j'ai fermé en 2023. Donc j'ai fait un parcours d'école de commerce pour la partie études, et je suis ancien sportif de haut niveau. J'ai été en équipe de France de tir à l'arc. Et on va dire ma carrière de haut niveau s'est arrêtée en 2009-2010. Ok. Donc j'ai créé la société pendant mon alternance chez Thales, où j'ai découvert l'industrie pendant cette alternance-là. Et il y avait, de mon point de vue, il y avait un fossé entre ce qu'on pouvait avoir en immédiateté dans le monde du numérique, c'est-à-dire quand on veut commander un truc sur Amazon, on l'a le lendemain dans la boîte aux lettres, et le monde de l'industrie où quand on voulait produire des choses, et ben c'était pas dans ce niveau d'immédiateté-là, on était plutôt sur du mois que plutôt de jours. Et donc à un moment donné, j'ai découvert en parallèle aussi l'impression 3D industrielle, donc la fabrication additive, l'impression 3D telle qu'on la connaît, mais sur la partie industrielle, avec des machines qui sont construites et développées pour faire de la production de pièces pour l'industrie. Et de ça, je me suis dit, ce qui est bien, c'est que ce système de production-là peut permettre en fait d'atteindre ce niveau d'immédiateté dans le monde de l'industrie. Et aujourd'hui, l'avancée technologique des logiciels, etc. En fait, on peut venir réunir l'ensemble de tous ces mondes-là pour pouvoir créer aussi dans le monde de l'industrie cette immédiateté qu'on peut avoir nous en tant que particulier. Et donc c'est comme ça que j'ai initié le projet BIELS en 2015. Alors le déclic qui m'a poussé à passer à l'action. J'ai toujours alors je pense que c'est un petit peu dans mon ADN, de par le sport, j'ai toujours été attiré par le challenge. Quand on est sportif de haut niveau, forcément on a des objectifs, on met la barre très haute, parce que l'objectif, c'est bien évidemment le Graal, notamment dans ma discipline, c'était les Jeux Olympiques. Donc on a vraiment cet attrait pour le challenge, et j'ai toujours été un petit peu attiré par tout ça. Et finalement, le monde de l'entrepreneuriat, c'est du sport de haut niveau quelque part, parce que ça demande d'être rigoureux, ça demande d'être déterminé, et c'est surtout un temps long. Et donc finalement, ça se rejoint plutôt pas mal. Et quand j'étais chez Thales, j'ai découvert donc le monde d'une entreprise très structurée, très silotée, où il faut demander à son N+1 pour avoir la réponse du N+2, etc., etc. Voilà, c'était pas quelque chose qui m'intéressait en soi. Ça manquait, il y avait trop d'hierarchie, ça manquait d'immédiateté dans les choses, alors qu'on pouvait être beaucoup plus efficace. Et j'avais un petit peu du mal avec ça. Et donc finalement, au lieu de rester dans un parcours, on va dire traditionnel d'entreprise et de grosses entreprises, comme sur l'école de commerce, j'ai préféré partir sur mon projet et créer ma boîte et mettre en place les choses que je pensais être intéressantes dans un management, par exemple. Donc la phase de lancement, c'est une phase qui est très excitante, parce qu'on part feuille blanche, on n'a pas d'argent, on n'a pas de clients, on n'a pas de personnel, on n'a pas d'actionnaires, et de tout ça, il faut créer quelque chose. Et donc il y a une forme d'excitation permanente au lancement d'un projet où au final tout est nouveau, tout est découverte, et c'est là qu'on commence dès le début à aller un peu challenger l'idée, et de faire cette idée un produit ou un service. Et ça a été vraiment le début, en tout cas ce que j'ai vécu en fait au lancement de la société. C'était un petit peu cette excitation permanente, ou plutôt après, c'est plutôt les montagnes russes, on a des victoires et des défaites, mais voilà. Je dirais que ça a été le premier client.
Premier client, pourquoi? Parce que on a une idée d'un monde qu'on veut créer, mais est-ce que ce monde est prêt à utiliser le service qu'on veut proposer? Ça, c'est vraiment une question fondamentale. Et mon premier client, c'est quelque part le tampon de oui, l'idée elle est pas bête. Et en plus de ça, quand c'est un client industriel, il y a une forme d'engagement derrière, parce que dans le monde de l'industrie, dans le monde du B2B, il y a vraiment un engagement quand on va sur une technologie révolutionnaire. Ou qui, en tout cas, qui est destructif sur tout un tas de sujets. Et donc cet engagement-là est quelque part une preuve de la véracité et de la vision qu'on a par rapport à ce qu'on veut apporter sur le marché. J'ai eu la chance d'être accompagné dès le début sur ce projet. Donc je parlais de l'incubateur de Savoie Technolac. Qui a été extrêmement important pour le projet dès le début, avec une équipe formidable qui était autour du projet, vraiment un très très bon accompagnement. Il y a eu aussi BPI qui a accompagné le projet sur la partie financière. J'ai eu des actionnaires formidables qui m'ont aussi accompagné et accompagner le projet tout au long de la vie de cette entreprise. D'autres partenaires, il y a eu la French Tech, donc j'ai parlé aussi du village by CA, qui a été aussi très important dans la vie de l'entreprise. On a été aussi incubé par l'Agence spatiale européenne, qui nous a permis aussi d'avoir aussi une forme de notoriété autour du projet. Donc nos partenaires banquiers aussi, notamment le CIC, ils ont été formidables sur la partie innovation, ils ont vraiment été formidables avec nous, ils nous ont accompagnés tout au long du projet. Minalogic aussi, qui est un cluster de la région grenobloise aussi, qui accompagne le projet. Donc on a eu vraiment tout un écosystème de partenaires qui ont permis finalement de faire ce projet un grand projet et de l'amener là jusqu'où on a pu l'amener. Nous, on a créé une technologie. Cette technologie, il a fallu la financer parce qu'elle sortait pas d'un laboratoire. Par exemple, elle sortait pas du CEA. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a dû développer nous-mêmes. Donc, on l'a développé sur fonds propres, cette technologie, accompagnée bien évidemment de BPI et des banques. Et donc, ça a été un premier challenge de développer cette technologie. Une fois qu'on est arrivé à une maturité suffisante pour pouvoir mettre cette technologie sur le marché et la proposer à des industriels. Alors, il faut savoir que dans le monde de l'industrie, il est extrêmement important d'avoir une technologie relativement mature pour la proposer en produit ou en service. Pourquoi? Parce qu'on vient directement, notamment sur lequel on vient impacter les gens, c'est sur la partie production. Donc si on arrive avec quelque chose un peu bancal pour la production, et ben finalement c'est le cœur business de l'industriel, c'est sa production. Donc si on vient mettre un petit peu en risque cette partie-là, et ben on peut pas travailler ensemble. Donc il fallait vraiment qu'on ait une technologie robuste. Et donc le premier défi, ça a été de construire, de financer, de tester cette technologie. Après, le step d'après, ça a été de construire une équipe autour de tout ça. Et puis, la plus grande difficulté qu'on a eue, c'est que on s'est lancé sur le marché en janvier 2020 et on était confiné quelques mois après. Et donc là, ça a mis en défaut tout un tas de plans de déploiement. À l'époque, ça paraît loin, hein, mais la visio n'était pas monnaie courante. Notamment dans l'industrie, hein, où les personnes étaient habituées à se déplacer, étaient habituées à faire des réunions physiques, étaient même habituées à aller au restaurant pour discuter de business, alors qu'à ce moment-là, tout était fermé. Donc il n'y a pas eu cette on a rencontré en fait cette difficulté-là, où finalement on s'est dit ok, donc on peut pas trop faire de business, on va continuer un peu à aller plus loin sur notre développement logiciel, et après quand ça va se décanter on prendra. Mais finalement ça a jamais vraiment rattrapé le retard qu'on s'est pris sur ces presque 2 années de décalage.
et on a toujours couru après nos chiffres pour essayer de rattraper ce retard-là. On s'en sortait pas trop mal au final. Et puis après, on a dû lever des fonds pour lancer vraiment le commercial. Et cette levée de fonds, elle a capoté au niveau du closing à un moment donné. Et donc ça a fait que on n'a pas pu se retourner. Et il n'y avait pas d'autre issue que de fermer la société. Alors je l'ai compris de différentes façons. Mes conseillers, avocats et experts comptables, avec qui j'étais quasiment en permanence avec eux, parce que notre levée de fonds, avec ce fonds d'investissement, avançait très très bien. Ça a capoté au niveau du closing. Donc ça avançait très très bien. Donc j'ai tenu informé, je tenais aussi informé BPI, les banques, mes actionnaires, de l'état d'avancement. Donc ça a avancé, jusqu'à un moment donné où on nous a dit finalement ça sera dans plus longtemps, et on n'avait plus de cash, on était arrivé au bout du bout, alors qu'on aurait pu faire des choses quelques mois en avance si on était allé voir le tribunal de commerce pour se mettre en sauvegarde par exemple, mais vu que ça se déroulait, on n'avait pas forcément imaginé le pire sur cette action-là, et donc il y a donc l'avocat, le comptable, l'expert comptable qui m'ont alerté. J'ai pu bénéficier d'un entretien de prévention avec un juge à la prévention au tribunal de commerce. C'est une personne qui est là pour expliquer au chef d'entreprise, quand il rencontre une situation, quels sont les outils qu'il a à disposition pour protéger la société quand elle est dans certaines difficultés financières. Et quand je suis allé me présenter au tribunal de commerce pour rencontrer un juge de la prévention, je lui ai expliqué là où on était, tous les efforts qu'on avait fait, tout ce qu'on avait mis en place pour gagner du temps, etc. Et le juge m'a dit, là, monsieur Marion, vous êtes allé le plus loin que vous pouviez. Maintenant, moi, ce que vous pouvez faire par rapport à l'état de situation de la société, malheureusement, c'est aller à la liquidation, parce qu'aujourd'hui, vous avez pas d'autre moyen que d'aller sur ce terrain-là. J'avais proposé une recapitalisation du projet à un moment donné auprès des actionnaires existants, mais dans ce contexte-là, ça semblait compliqué pour tout le monde, chose que je comprends, hein, à force de remettre de l'argent dans la société, etc., dans un contexte économique qui est extrêmement tendu, et un contexte où les levées de fonds sont à plat, etc. Ça crée beaucoup de risques chez l'actionnaire. Et on avait une bonne croissance commerciale, on était à 80% de croissance commerciale sur l'année, avec 80% d'effectifs en moins parce qu'on avait dû réduire la voilure à ce niveau-là. Donc les chiffres étaient bons, mais quelque part il y avait cette perte de confiance parce que il y avait un environnement qui était pas stable. Moi j'informais tout le monde de l'état d'avancement, mais finalement ça capotait. Donc au final, je suis pas arrivé à réunir les fonds nécessaires pour pouvoir changer de catégorie, ne pas passer en liquidation, mais passer sur un autre processus. Et donc on a dû fermer la société. Il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises. Donc la première, ça a été bien évidemment réduire les investissements et les dépenses au minimum. Vraiment de tourner tout ça au minimum. Donc ça veut dire aussi se séparer de personnes. Il y a eu aussi la recapitalisation, hein, faire entrer de nouveaux actionnaires dans le projet, proposer aux actionnaires historiques de remettre de l'argent dans la société. On a travaillé avec BPI parce qu'on avait des prêts pour mettre certains prêts en stand-by le temps de l'opération. Bien évidemment, moi j'avais coupé mon salaire depuis bien longtemps, hein. J'ai fait 18 mois sans rémunération. Je peux vous dire que c'est très très long, 18 mois sans rémunération. Donc voilà, on a mis vraiment énormément de choses en place pour pouvoir essayer de s'en sortir, en tout cas essayer de
d'amener le projet le plus loin possible et surtout ne pas regretter. Ne pas regretter d'être, ne pas baisser les bras. Donc ça fait aussi partie de mon ADN, hein, de sportif de haut niveau, de pas baisser les bras. Et donc je suis vraiment allé au bout de ce que je pouvais, jusqu'au moment où au final on m'a dit que j'allais peut-être aller trop loin. Et si j'allais trop loin, c'est moi-même en tant que personne qui me mettais en défaut et je mettais mes responsabilités de dirigeant en défaut par rapport à l'état en tout cas, la situation de la société. Alors ça a été très dur, très dur. Ça a été très dur, pourquoi? Parce que déjà j'étais épuisé physiquement et mentalement, parce que j'ai tenu vraiment le projet à bout de bras, et financièrement aussi. J'ai dû tenir parce que j'ai une femme, j'ai 2 enfants en bas âge, il y a un prix immobilier et on roule pas sur l'or. Donc il fallait vraiment tenir ça. C'était des nuits blanches depuis 6 à 8 mois, mais nuits blanches, où il y a vraiment très peu d'heures de sommeil. Donc déjà j'étais physiquement et mentalement épuisé arrivé au moment de la liquidation, et ce qui fait qu'à un moment donné, quand on dépose le bilan, quand on va au tribunal et qu'on dépose le bilan, il y a une forme de relâchement, et donc là il y a ce qu'on peut dire, on tombe dans une forme de grande dépression, parce que sur toute l'énergie qu'on a mis pendant 8 ans dans un projet, ça s'arrête du jour au lendemain. Il n'y a plus rien, on se retrouve tout seul. Étonnamment, les gens qui prenaient du temps à t'appeler, ne t'appellent plus. Donc tu te retrouves vraiment tout seul. Et tu dois quand même être là pour tes proches, pour ta famille, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est très dur. Et il m'a bien fallu 1 an pour m'en remettre. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'avait parlé à l'époque, avant que Biels ferme, qui m'avait parlé d'une association qui s'appelait 60 000 rebonds. 60 000 rebonds, c'est une association qui est spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs qui ont fait faillite. Et donc, j'ai rapidement intégré cet asso qui m'a aidé à me reconstruire humainement de cette épreuve, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir sortir beaucoup plus grand de cette expérience que j'aurais pu l'être si je n'avais pas forcément été accompagné par des gens spécialisés sur le domaine. Donc grâce à 60 000 rebonds, car je pense que sans eux, j'aurais pas rebondi si vite. Et puis j'ai été accompagné par une psychologue aussi, c'était la première fois que j'allais voir une psy dans ce contexte-là. Dans le sport, on est toujours proche d'un psychologue et d'un préparateur mental. Donc ça mais on travaille sur d'autres thématiques. Là, c'était vraiment des thématiques profondes. Et donc ça m'a permis aussi d'évacuer. Donc c'était une expérience nouvelle pour moi d'aller voir un psychologue sur ces aspects-là, mais n'empêche que ça m'a permis aussi de vider mon sac et de repartir plus vite. Donc il y a eu cette partie, donc 60 000 rebonds, et puis c'est dans le cadre de 60 000 rebonds que j'ai pu accéder à une psychologue. J'ai eu un coach et un mentor qui m'ont aussi permis de me reconstruire personnellement et puis professionnellement. Et puis le rebond en fait professionnel, il s'est passé de la manière suivante, c'est que à ce moment-là, on est ancien dirigeant d'une entreprise tech qui a eu ses périodes de gloire, et on se dit mais qu'est-ce qu'on sait faire au final, qui on est, c'est quoi notre spécialité, on n'en a pas forcément. Si ce n'est d'être entrepreneur, dirigeant, c'est tout faire finalement, mais on ne peut pas rentrer facilement dans une case. Donc on est un peu perdu à ce moment-là, et au final c'est le réseau professionnel qui
qui vient finalement chercher, qui voit en toi des talents que toi tu t'ignores parce que tu es tellement en vrac que tu n'arrives même pas à te dire c'est quoi mes points forts, mes points faibles. Tu es tellement en vrac que tu dis mais j'ai pas de points forts. Et finalement c'est ton réseau professionnel qui vient te chercher, qui te dit voilà Yannick, j'aurais besoin de toi sur ça. Tiens, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur ça. Est-ce que tu es OK pour qu'on travaille sur ça ensemble? Et en fait, tous cette petite sollicitation professionnelle, permettent de retrouver une forme de confiance et te dire ok, d'accord, je vaux encore quelque chose. Et d'ailleurs, je vaux peut-être beaucoup plus que je pense valoir vraiment, parce que les gens qui viennent te voir sont des gens que tu admires, sont des gens qui dirigent des boîtes, sont des gens qui ont des grandes responsabilités, et ils viennent te chercher sur des thématiques qui sont pas des thématiques simples, qui sont vraiment des thématiques complexes, sur lesquelles ils pensent que toi tu peux apporter quelque chose dans cette complexité de la réflexion. Et donc cette petite sollicitation m'ont permis de me reconstruire professionnellement. Et donc j'ai recommencé finalement sur le milieu professionnel par du conseil, parce qu'on venait me chercher pour me demander du conseil sur différentes thématiques. Et donc c'est comme ça que j'ai pu remettre un peu le pied à l'étrier par du conseil. Et au fur et à mesure que le temps est passé, des gens sont venus me voir en me disant mais c'est trop bien ce que tu avais fait avec Biels. Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que ça t'intéresse de travailler le sujet peut-être différemment de l'approche que Biels avait du sujet, mais est-ce que ça t'intéresse parce que on pense que ta vision des choses, c'est une vision qui est vraie. Ok, ce projet-là, il n'est pas arrivé au bout, mais peut-être que cette vision-là, avec quelques ajustements, pourrait avoir une vie sur le monde de l'industrie. Et donc on est venu me chercher pour ça. Au début, j'étais pas hyper chaud parce que ça venait un peu remuer des choses qui n'étaient pas encore bien cicatrisées en moi. Puis le temps est passé avec des discussions, j'ai rencontré d'autres personnes, et une forme d'équipe s'est créée autour de moi pour un projet qui ne vient pas forcément que de moi, mais voilà. Et donc dans ce rebond professionnel, probablement d'ici quelques mois, je vais me relancer dans l'entrepreneuriat, dans la tech industrielle, avec de nouveaux associés dans un univers que je connais, que je maîtrise, que j'ai maîtrisé avec Biels, pour pouvoir proposer quelque chose au monde de l'industrie en cohérence avec les attentes du monde d'aujourd'hui. Donc les premières étapes, ça a été, comme je disais, sur la partie consulting, où on est venu me chercher pour travailler sur différentes thématiques, que ça soit des thématiques proches de mon ancienne activité avec Biels, ou des thématiques structurantes dans la société, dans une entreprise. Voilà, j'ai pu aussi profiter de ce temps un peu calme pour me former à l'IA. Et donc je suis monté en compétence sur tout un tas de sujets autour de l'IA. Et aujourd'hui, on vient me chercher, il y a des grandes entreprises qui viennent me chercher pour que je les accompagne à parler de ces thématiques-là, à intégrer ces thématiques-là en interne, et voir en faire un différenciant concurrentiel pour leur business. Alors, depuis le début. Donc, l'avantage qu'on a quand on part sur un projet from scratch, c'est que on construit tout, et en plus moi c'était ma première expérience d'entrepreneur, donc il n'y a pas l'expérience, ni la connaissance, ni les cicatrices qu'il aurait pu y avoir sur un second départ ou un troisième départ. Donc quand j'ai démarré, j'étais tout fou, c'est parti, on y va. La fleur au fusil, c'est parti. Et c'est bien aussi de partir comme ça. Ça permet quelque part de s'enlever des croyances qui pourraient être limitantes. Et donc ça a été le départ. Aujourd'hui, en tout
tout cas là où je vais mettre beaucoup plus de vigilance, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu dans le passé, m'assurer de mettre en place les bons outils et d'être vigilant sur certaines décisions pour ne pas réitérer le passé. Parce que l'avantage d'une expérience, c'est qu'il faut apprendre de cette expérience. Ce serait dommage de la répéter encore une deuxième fois, alors que finalement on a les clés de compréhension du passé. Donc je dirais ce que je retiens de l'entrepreneuriat, c'est que de toute façon c'est une aventure. Cette aventure, elle part d'une vision d'un chemin qui ne sera pas du tout le chemin. Peut-être qu'on va arriver plus ou moins au même endroit, mais le chemin qu'on prendra sera forcément différent de celui qu'on imagine prendre. Notamment quand on rencontre un Covid, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. C'est comme ça, ça fait partie des règles du jeu qui sont mouvantes, et donc on doit s'adapter. Donc finalement, l'entrepreneur, c'est ça, c'est une personne qui doit s'adapter en permanence, et toujours garder sa vision de là où il veut aller. Mais voilà, c'est un peu ça le retour d'expérience que j'ai sur tout un ensemble d'aspects. Et il y a quelque chose aussi que j'ai appris, notamment quand on est dans des entreprises de la tech, c'est de ne pas sous-estimer le besoin de financement. On a toujours été, depuis le début, avec Biels, quasiment en flux tendu en termes de cash. Et ça passait parce qu'on avait un plan qui était relativement juste, et donc ça passait. Sauf que quand il y a un élément extérieur aussi violent qu'un confinement et qu'un Covid, et ben finalement ça vient vraiment chambouler tout le système. Et arrivé à ce moment-là, après le plan qu'on avait imaginé n'était pas bon. Et il n'était pas bon pourquoi? Parce que je n'avais pas l'expérience de cette situation-là, et donc je n'avais pas anticipé des provisions, je n'avais pas un plan B ou un plan C de s'il y a cette catastrophe-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Au même titre que aujourd'hui, les entrepreneurs doivent se poser la question, si on rentre en guerre, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, la guerre, c'est comme un Covid, c'est quelque chose qui peut arriver malheureusement, et il faut l'anticiper. Donc, quels sont les outils, qu'est-ce qu'on met en place, etc., etc. Donc les leçons humaines parce que c'est une épreuve. On va dire que ça vient chercher l'entrepreneur au fond de lui. C'est un accélérateur de développement personnel, l'entrepreneuriat. Et on apprend beaucoup plus sur soi dans des moments difficiles que dans les moments où tout se passe bien. Et d'ailleurs, tous ceux qui font du spatial disent qu'on en apprend plus lorsqu'une fusée, un lanceur explose en l'air que lorsqu'il arrive en haut, c'est génial. Ok, la mission a réussi, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle a réussi. Que quand il y a un problème, on sait d'où vient le problème. Donc c'est un peu ça aussi le monde de l'entrepreneuriat. C'est un accélérateur de développement personnel et de compréhension de soi. Et moi en tout cas, ça m'a permis de grandir très vite. J'ai 36 ans. Et ben je me connais beaucoup plus probablement qu'une personne qui aurait pris un parcours de salarié standard avec évolution bien évidemment. Et qui pourrait peut-être avoir 30 ou 40 ans de carrière. J'ai tellement vécu de choses, j'ai tellement travaillé sur des sujets différents, j'ai tellement rencontré de personnes différentes, des personnes auxquelles on pourrait même pas imaginer pouvoir rencontrer dans la vie, avoir des discussions profondes avec ces gens-là, etc., qui fait que finalement, c'est vraiment un accélérateur de croissance personnelle. C'est vraiment ça que je retiens finalement de tout ça. Alors les ingrédients clés, je pense qu'il y en a 3. Le premier, par mon expérience, je dirais que c'est la résilience. Il faut vraiment être résilient. C'est peut-être un mot bateau, hein, mais c'est très très important parce que souvent la solution se trouve juste après là où on aurait pu baisser les bras. Donc vraiment être résilient. Garder cette discipline à ce niveau-là. Après, je dirais avoir de la conviction.
Et ça va un peu de pair avec la résilience parce que c'est par la conviction finalement qu'on arrive à tenir. On a cette conviction et donc on avance. Et puis le troisième ingrédient, c'est la chance. La chance, ça se provoque. On peut aller provoquer la chance, mais parfois on peut ne pas avoir de chance aussi sur des choses qui sont tellement grandes et extérieures qu'au final, on n'arrive pas. Voilà, ça fait partie du chemin. Donc il y a vraiment une part de chance aussi. Je dirais qu'il y a ces trois ingrédients, donc la résilience, la conviction et la chance. Donc notamment pour les entrepreneurs jeunes, je dirais qu'il faut surtout y aller maintenant parce on n'a pas beaucoup de responsabilités quand on est dans les études ou quand on sort des études. Généralement, on n'a pas d'enfants, il n'y a pas d'emprunt immobilier. Au contraire, on pense presque à voyager tout le temps. Donc c'est à ce moment-là, limite, qu'il faut le faire. Et puis c'est extrêmement formateur. Il y a la théorie qu'on voit à l'école, il y a la pratique qu'on voit un petit peu quand on fait des stages et de l'alternance, mais il y a le terrain. Et être entrepreneur, c'est toucher à tout, tout le temps, et parfois être presque un caméléon de tout ça, parce qu'il faut être expert. Au début, il faut presque être expert dans tous les domaines pour pouvoir arriver à tenir le projet. Et ça fait rencontrer des problématiques métiers qui seront extrêmement pertinentes plus tard si toutefois le projet n'arrive pas au bout ou le projet est arrêté volontairement. Si on rentre dans un cursus plutôt de salariés, finalement on peut comprendre les problématiques du marketing quand on est à la prod, de la prod quand on est à la com, de la com quand on est aux finances, etc., etc. Ça permet vraiment d'avoir cette vision globale de l'entreprise et des problématiques métiers de chaque secteur pour pouvoir finalement faire son propre métier tout en prenant en compte les autres et toujours au service du projet de l'entreprise. Donc je dirais, quand on est jeune, il faut y aller. Il ne faut pas voir ça comme la peur d'un échec. Après, le rebond, je pense que ça, par contre, c'est propre à chacun. Il y a des entrepreneurs qui se font beaucoup plus mal que moi, je me suis fait mal. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir perdu ma famille. Il y a des entrepreneurs qui se trouvent du jour au lendemain avec plus de femmes, plus de droit de visite des enfants, plus de maison, plus rien. Moi, j'ai eu la chance que ma femme a été extraordinaire avec moi, il m'a soutenu tout au long du processus, d'avoir une famille soudée, que ce soit mes parents ou mes beaux-parents, autour de moi, autour du projet famille en tout cas, et des enfants formidables. Et donc j'ai la chance d'avoir eu quand même cette partie-là qui a vraiment resté. J'ai pas vraiment tout perdu. J'ai la vie professionnelle, mon bébé entre guillemets que j'ai créé, oui effectivement s'est arrêté, mais finalement l'un des piliers de ma vie est resté infaillible. Et donc j'ai cette chance-là. Il y a des entrepreneurs qui se retrouvent avec plus rien. Et donc finalement, je dirais que c'est vraiment propre à chacun, propre à la situation dans laquelle on est, et propre aussi à ses propres inspirations, parce que prendre du risque dans l'entrepreneuriat, c'est prendre du risque dans tous les cas. Et ce risque, à bout d'un moment, on peut être fatigué de prendre du risque. Il y a des moments où moi, quand je regarde la télé et que je vois un chercheur qui parle du Caire et de ce qu'il fait en étudiant l'Égypte, par exemple, et les pharaons, je me dis, bon, ok, lui, il n'a pas de problème pour dormir, quoi. Je veux dire, c'est pas pareil. Il est dans cet environnement-là qui est probablement difficile et qui demande une certaine forme d'expertise que je n'ai pas du tout et que je n'aurai probablement jamais. Mais quelque part, il y a pas la même prise de risque qu'un entrepreneur qui s'endette personnellement, qui voit pas ses enfants grandir, qui parfois voit presque plus ses amis parce qu'on travaille H24. Voilà, il n'y a pas tout ça. Donc, je peux comprendre qu'un entrepreneur qui ait fait faillite soit dans un état d'esprit où non, je veux plus ça, quoi. Super, j'ai donné, trop bien. Maintenant, je veux plutôt rentrer dans un 35 heures, avoir mon salaire qui tombe à coup sûr à la fin du mois, avoir mes congés à coup sûr tous les ans pour partir à coup sûr en vacances. Et à coup sûr ne pas être embêté pendant les vacances, etc. Avoir vraiment une tranquillité d'esprit. Donc voilà, je dirais qu'il
peut y avoir de tout. Moi, je suis plutôt du mindset à repartir parce que ça fait partie de moi, c'est mon ADN, et puis je pense que j'ai été formaté très petit là-dessus. Et que voilà. Mais par contre, ce que j'ai appris aussi, c'est que faut que je prenne soin de moi, chose que je n'ai pas forcément fait dans ma précédente expérience d'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un marathon qu'on fait en sprint. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi se reposer, se poser. Et puis plus on se repose, plus on se pose, plus on fait grandir aussi vite le projet, parce qu'on se fait grandir vite nous-mêmes. Finalement, au début, c'est parce qu'on est grand que le projet peut devenir grand. Après, il y a d'autres personnes qui viennent contribuer au projet. Donc finalement, on se détache du projet, mais au début, c'est comme ça que ça se passe.